bienvenue à tous dans cette table ronde destinée au rôle des collectivités locales en matière de santé. Alors sont-elles ou seront-elles amenées à jouer un nouveau rôle par le biais de la santé digitale? Alors c'est une question qui peut paraître surprenante puisqu'officiellement la santé en France en tout cas reste une compétence de l'État et non des collectivités locales. Et pourtant, vous allez le voir, elles s'y investissent de plus en plus massivement, comme la région Occitanie, que vous représentez ici, Vincent Boune, urgentiste, mais aussi vice-président de la région, avec en charge la santé. Premier, j'ai presque envie de dire, peut-être le premier vice-président de l'histoire des collectivités locales en France en charge de cette question, et avec, vous allez le voir, de véritables ambitions en ce domaine pour la région Occitanie, que vous allez nous décrire tout à l'heure. Autre médecin et autre élu, Étienne Moulin, merci d'être des nôtres ce matin, élu du département du Tarn, où vous êtes délégué à la santé. Vous êtes également à la tête de l'Ordre des médecins pour le département et très investi, on le verra avec vous, dans la question de la présence médicale sur l'ensemble du territoire, ce qui est un véritable problème aujourd'hui. Rebecca Martin-Osuna, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes masseur, kinésithérapeute, vous exercez dans la Drôme et vous êtes investi dans la CPTS, la communauté professionnelle territoriale de santé de Sud-Valence, et vous êtes surtout secrétaire général de la Fédération nationale des CPTS. Merci d'être venu jusqu'à Castres depuis Valence. Et puis Joris Jonon, autre regard, celui de l'État, puisque vous dirigez la délégation départementale de l'ARS dans le Lot-et-Garonne. Et enfin, Philippe Béder, vous êtes conseiller stratégie au MIPI. On va peut-être préciser en deux phrases, Philippe Béder, ce qu'est le MIPI, très rapidement. Oui, bonjour. Le MIPI, c'est un groupement d'intérêt public. Donc, c'est une structure publique de coopération dont les membres sont essentiellement des hôpitaux, plus de 650 actuellement en France, et qui a pas loin de 25 ans d'existence. Et c'est un fournisseur de services numériques pour les hôpitaux, mais également les professionnels libéraux, notamment dans la région Occitanie, puisqu'ils utilisent notamment nos outils comme Medimail, la messagerie sécurisée. Ouais. Et le MIPI, on le verra avec vous, s'apprête donc à mener en Haute-Garonne, ici, pas très loin d'ici, sur le territoire d'Occitanie, une expérience qui est pilote pour la France dans le cadre du plan stratégique national en santé numérique, puisque vous allez installer, je dis vous allez, mais vous êtes déjà en train d'installer et de tester la messagerie sécurisée qui sera utilisée entre les médecins et leurs patients. Et on va en parler avec vous concrètement, comment ça va marcher, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait évoluer aussi les habitudes des uns et des autres. Mais tout d'abord, j'ai envie de dire honneur aux dames, pour une fois que l'on en a autour de ces tables, Rebecca Martin-Osuna. Alors, je rappelle très rapidement, les CPTS doivent couvrir la France d'ici l'année prochaine, normalement. Il y a donc un rythme qui est très rapide de développement. L'esprit, c'est de créer plus de liens entre les soignants, de faciliter les parcours de soins pour les patients et éventuellement de faire le lien avec les acteurs du médico-social. Question extrêmement concrète, en quoi la e-santé, la santé digitale est-elle déjà un outil pour vous au quotidien? Alors, les CPTS sont démarrés dans la loi de 2016 de modernisation du système de santé parce que les professionnels de santé libéraux, on a l'habitude de s'occuper de ces patients, chacun de nos patients, avec notre outil numérique qui va avec. On a évolué un petit peu, on s'est mis entre un kiné, une infirmière, un médecin pour faire des équipes de soins primaires. On a essayé de partager des dossiers médicaux. Bon, c'était pas facile au début, mais maintenant on a largement des outils pour partager. On a évolué en MSP avec une responsabilité patientèle autour de la patientèle du médecin traitant. Et là maintenant, on vise une responsabilité populationnelle. On ne s'occupe plus de la maladie du patient, on s'occupe du problème d'une population, par exemple l'accès aux soins et les parcours des soins. Et là, pour l'instant, tout est à créer parce que même s'il existe de nombreux outils numériques, à chacun de s'approprier les siens. Une messagerie de santé sécurisée pour communiquer avec les autres acteurs des santé et des soins. Il faut parler santé et soins séparément. Donc,
les professionnels hospitaliers, mais aussi les travailleurs sociaux qui s'occupent du côté social, et peut-être, pourquoi pas, avec les patients. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a un outil qui est très développé, qui a été financé par l'ARS, GSS Sarah, avec plusieurs outils dans la même plateforme, donc une messagerie sécurisée MS Santé, avec des dossiers patients que pour l'instant on n'utilise pas trop, même un réseau des professionnels, ça s'appelle les réseaux sociaux des professionnels de santé, où on peut décrire les professionnels de santé d'une CPTS avec les compétences de chacun. Tous les kinésithérapeutes ne font pas l'urogynéco, tous les médecins ne font pas de l'IVG et tous les orthophonistes ne s'occupent pas de végéments. Alors par exemple pour l'hôpital des Valences, avec lesquels on est en relation, ils ont trouvé cet outil fantastique parce que les neurologues qui va faire sortir d'hôpital suite à un AVC, il va dire quel orthophoniste va pouvoir s'occuper de cette aphasie. On voit que là, très concrètement, vous êtes allé très vite quand même en développement de ces outils numériques avec le soutien de l'ARS justement d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez de la messagerie sécurité, vous avez un annuaire, un vrai listing de professionnels et détaillé et avec le lien vraiment entre l'hôpital, la ville et le médico-social derrière. Les choses sont en train de se structurer grâce aux outils numériques. Explosion, vous disiez également, des outils de téléconsultation sur votre CPTS. Oui, du coup, avec la crise sanitaire, on a été obligé de restreindre les consultations en présentiel, comme partout dans la France. Et on a eu une explosion des téléconsultations à tel point que l'outil n'a pas pu assumer parce que les serveurs, il était archi saturé. Et du coup, on a été contraint d'utiliser notre propre téléphone et appeler les patients. Mais j'ai regardé hier soir, avant de me coucher, les chiffres de l'adresse sur les dépenses en santé pour l'année 2020, qui ont apparu là en 2021. Et ils ont analysé qu'effectivement, en avril, il y a eu un pic extraordinaire des 90% des consultations en téléconsultation, mais qu'aussitôt, les mois de mai, ça a chuté. Un deuxième pic moins important, autour des 40% au niveau du mois d'octobre, avec la deuxième vague. Mais après, ça se calme. Je pense qu'au mois de décembre, ils sont à 10%. Aujourd'hui, qui finance ces outils numériques? Vous avez cité l'ARS tout à l'heure pour une partie des outils numériques. Est-ce que la région, le département, des communautés de communes sont également investis dans le financement, voire la création d'outils à votre service? Alors, d'autres outils qu'on s'en sert, c'est un outil de régulation, celui-ci, de régulation de soins. Celui-ci, c'est nous qui l'avons payé avec les financements de notre contrat ACI, donc accord conventionnel interprofessionnel. Et un deuxième outil, on a été aidé par la CONCOM qui nous a servi pour créer les vacations des professionnels de santé pour les 3 centres de vaccination qu'on a, 2 sur Valence et 1 Étoile-sur-Rhône, la commune où j'exerce. Donc cet outil, c'est la communauté qui nous a aidés avec des financements qui ont arrivé de fonds de FIR, donc One Shot, pour développer les centres. Donc du soutien ARS, du soutien État et du soutien, je veux dire, d'hyper-proximité, puisqu'on est sur la communauté de communes. On a des élus départementaux, régionaux à vos côtés. Pour vous, quel est l'échelon pertinent finalement pour développer ces outils numériques? Est-ce que c'est l'État avec un échelon global et un développement national? Est-ce que c'est de la région? Est-ce que c'est du département? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, pour nous, les soignants les plus proches, plus on est proche des développements des outils, plus on participe au développement, mieux c'est pour nous, ça sera plus adapté. Je pense qu'il faut quand même un cadre national pour certaines choses, je ne sais pas, l'interopérabilité, par exemple, une seule messagerie de sécurité santé qui puisse travailler ensemble entre 2 régions, entre 2 départements, ça serait l'idéal. Mais pour développer les outils que les professionnels de santé d'un territoire avec une responsabilité populationnelle vont utiliser, il faut créer ça au plus proche, donc entre les élus, une Comcom, une agglomération, voire les départements. Donc de l'hyper-proximité pour vous, c'est ce qui va vous aider, ce que vous demandez en tant que professionnel de santé. Docteur Étienne Moulin, pour vous qui êtes et médecin et élu départemental, quelle réaction par rapport à ce témoignage où on nous dit
l'hyperproximité, le maire, la communauté de communes, c'est ce qui nous sert le mieux. Oui, l'hyperproximité, c'est ce qui nous sert le mieux, mais toujours dans le cadre, en effet, d'une incrémentation de niveau en niveau, parce qu'en effet, le maire tout seul ne pourra pas financer, sauf éventuellement dans l'urgence, certaines cabines de téléconsultation, mais encore une fois, ce ne sont pas des solutions à long terme. Donc, ce qui est très important, c'est la proximité que nous avons grâce au CPTS aussi, puisque nous avons des remontées d'informations par les CPTS, et ensuite le département, qui est déjà un acteur lourd de santé dans le territoire avec les CFPPA et la loi Elan, etc., fait que nous pouvons ensuite, en fonction des remontées du terrain, essayer d'agir, de canaliser et d'intervenir avec nos moyens. En particulier dans la domotique, puisque nous avons, dans le cadre de la CFPPA, des projets d'équipement domotique. Pour le moment, ça reste embryonnaire, c'est-à-dire que l'investissement a été en 2020 de 20 000 € sur le département pour équiper en tablettes et systèmes de domotique, d'alarme, etc. Mais c'est prévu que le budget explose justement pour assurer, on en parlait tout à l'heure, des consultations, par exemple, à domicile par tablette indépendante, mais avec une infirmière qui vient à domicile, qui s'en occupe. Donc l'échelon local du maire est fondamental parce qu'il nous remonte les inquiétudes de la population qui sont avérées, comme à la Cône, par exemple. Et ensuite, derrière, le département essaye de fédérer l'ensemble des moyens disponibles pour apporter une solution sur l'endroit, par exemple, où il y a un problème. Et on reparlera avec vous de ce que vous mettez en place au niveau de tablettes, suivi domotique, notamment pour les personnes âgées à domicile. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous disiez d'ailleurs, que le président du département nous disait en préambule dans l'inauguration de cette université d'été. La question principale, c'est quand même celle de la présence médicale sur les territoires, celle d'avoir des médecins sur l'ensemble du territoire. C'est une question dans laquelle le département que vous représentez s'est fortement investi, puisque c'est la question de cette table ronde. Est-ce que les collectivités locales deviennent des acteurs importants de la santé sur le territoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites très concrètement pour attirer des médecins ici dans le Tarn? Alors, j'ai eu la chance, bien avant d'être élu départemental, mais comme président de l'Ordre, d'être entendu par des présidents départementaux précurseurs, comme Thierry Carsenac et comme Christophe Ramon, qui, dès 2016, en fait, où j'ai pu exposer devant le département et tout un aéropage, la problématique du département et ce que nous devions faire, que l'Aveyron avait déjà commencé à faire d'ailleurs, pour essayer d'impliquer les collectivités territoriales dans la recherche de médecins, de ne pas subir, puisque finalement nous subissons et nous allions, au vu des projections que j'avais en démographie, comme président de l'Ordre, j'avais tous les âges, toutes les strates, l'ARS les a aussi d'ailleurs, et la Sécu aussi, j'avais dit que la situation allait être catastrophique, et lors de cette conférence, j'avais expliqué lors du discours inaugural que s'y mettre dès maintenant ne nous apporterait des solutions que dans 8 à 10 ans, mais que ne pas s'y mettre était une catastrophe. Donc j'ai été entendu. On a pu créer ainsi une convention que nous avons signée en 2019 qui réunissait tous les acteurs de la santé possibles et imaginables dans le Tarn, avec une notion de guichet unique que nous avions développée dès 2016, mais qui a été repris par Agnès Buzyn d'ailleurs ensuite en 2017, comme quoi l'idée était bonne. Et en fait, tous les acteurs ont signé cette convention, la Caisse primaire d'assurance maladie, les URPS, les syndicats des internes, bien sûr l'Ordre, les associations des maires du Tarn, etc. Et en membres associés, la faculté de médecine, l'URSSAF, les trésors publics, etc., pour créer une structure dynamique nous permettant de salarier une personne au sein du département qui serait en charge de l'accueil des professionnels de santé cherchant à s'installer, de même que nous créions au sein du département une sorte de petite force d'action rapide, une unité très mobile, intervenant sur tous les lieux où des médecins étaient susceptibles de se rencontrer. Et docteur Moulin, qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement? Alors, en quoi est-ce que vous avez besoin d'une personne à temps plein au département pour faire un guichet unique pour éventuellement soit les prospecter, soit faciliter l'installation de médecins sur votre territoire? Pour expliquer, parce que le parcours est un parcours semé d'embûches pour les jeunes professionnels, parce qu'il y a des aides d'État, des aides de l'ARS, des aides de la Sécu. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Par ailleurs, à la française, quoi. Par ailleurs, ils expriment des besoins factuels. Une crèche, un emploi pour le conjoint, des conditions d'exercice à temps partiel, mais ils ne savent pas trop à qui s'adresser. Donc en fait, le fait d'avoir un seul interlocuteur qui a tous les autres interlocuteurs sous la main leur permet de pouvoir planifier un projet de vie, et j'insiste parce qu'en fait, les médecins qui veulent s'installer ne veulent pas un projet de carrière, ils expriment un projet de vie dans un département. Ils s'installent pour vivre là et créer une famille, enfin tout ce qui va autour de cela. C'est pas juste gagner du fric, parce que justement, ça n'est plus la problématique
problématique exprimée par nos jeunes confrères. Question toute bête, vous faites le choix au département d'avoir un salarié à temps plein chargé justement de faciliter l'installation des médecins, des prospecter, de trouver un emploi pour le conjoint, de se repérer dans le maquis des aides possibles pour un médecin. Est-ce que c'est au département de faire ça ou est-ce que ce n'est pas à l'État de le faire? Parce qu'après tout, c'est lui qui crée les règles. Alors, nécessité fait loi. La situation fait que nous n'avons pas d'alternative. C'est ce que j'avais exprimé en 2016 et que Thierry Carsenac et ensuite Christophe Ramon ont compris. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Donc, de toute façon, il fallait se lancer et surtout signer cette convention pour aller le plus loin possible dans l'acte fort fondateur d'une implication lourde du département. Ensuite, les moyens financiers suivent actuellement nos interlocuteurs que sont l'ARS, nous demandent un rendez-vous mensuel au département de pilotage conjoint de l'offre de soins dans le département. Ça, c'est une nouveauté, cette notion de pilotage conjoint et de travail, je veux dire, presque main dans la main entre la collectivité locale et l'État. Oui, c'est tout nouveau parce que ça m'a été demandé par l'ARS il y a 8 jours, mais ça prouve que l'implication du département est considérée comme bénéfique et utile à l'État. Autre point sur lequel vous insistez beaucoup, département, et qui peut sembler surprenant vis-à-vis des compétences des collectivités locales, vous souhaitez travailler le lien entre la ville et l'hôpital, et éventuellement d'ailleurs l'enseignement supérieur. Là, j'ai envie de vous dire, là aussi on est dans la compétence régalienne de l'État, c'est pas au département de s'y mettre. Alors, c'est dû à l'expression d'un besoin par les médecins, jeunes médecins que je vois 2 fois par an à Toulouse, voire plus souvent quand on accueille les internes. Souvent, je les vois 2 fois par an parce qu'on fait une journée de formation avant de les lâcher pour leur premier remplacement. Donc, en fait, ils expriment un besoin de coopération et de coordination. C'est vraiment les 2 mots qui reviennent le plus souvent. Et donc, autrefois, je ne veux pas l'air d'un vieil imbécile, bien sûr, gratifiant, mais avant les lois Debré et les lois Boulin de 71, la proximité était naturelle. Je veux dire, le médecin avait un pied à l'hôpital, souvent l'hôpital local, où il hospitalisait régulièrement certains malades à lui qu'il suivait ensuite, voire même il faisait des accouchements dans cet hôpital. Il avait son cabinet et souvent un pied à la faculté où donnait des cours. Malheureusement, effet contraire de ces lois, la loi Debré et les lois Boulin de 71 ont créé un hospitalocentrisme, créant de facto un fossé énorme entre le libéral et l'hôpital, avec ensuite les noms d'oiseaux qu'on connaît, hein, les libéraux étant traités de picsou et les hospitaliers de paresseux. Donc en fait, ce lien, ça y est, les choses changent avec les jeunes générations, on retrouve en fait, mais en fait l'État est en train de recréer ce qu'il a détruit. Hein, donc on recrée un système où le médecin, ce qui est exprimé par les jeunes médecins, a un pied en ville, un pied à l'hôpital, parce qu'il veut travailler en groupe, il ne veut plus se sentir seul. C'est rarissime maintenant d'avoir des médecins qui expriment le besoin en hippie de s'installer tout seul dans un coin isolé avec leur guitare. Ça, c'est terminé. Néanmoins, docteur Moulin, je reviens à ma question. Il y a des faits, cet état de fait que vous partagez avec nous. Est-ce au département d'agir sur ce terrain-là, ou est-ce que ce n'est pas de la compétence de l'État ? Je pense vraiment que l'État, alors, comme je vous le disais, nécessité fait loi. Ensuite, nous nous sommes emparés de ce problème parce que l'inertie, c'est toujours... Les services de l'État ont plein de volonté, mais après, la déclinaison sur le terrain est lente. Donc, l'inertie de l'État fait qu'il a fallu qu'on s'investisse. Après, il est évident qu'on ne veut pas prendre la place des compétences régaliennes de l'État, mais qu'on veut aider l'État à développer sur le terrain les actions nécessaires. Et l'État l'a bien compris, puisque de plus en plus, il délègue des fonds en fait consacrés. La CFPPA, finalement, c'est la prévention de la perte d'autonomie, c'est de la prévention. Les budgets pour le Tarn sont d'1 200 000 €. L'État a déjà compris par la CNSA qu'il fallait nous aider à favoriser la santé, pas juste traiter les maladies, faire de la prévention. Donc la santé, c'est déjà une compétence régalienne que l'État délègue au département. Donc nous ne faisons qu'avancer un peu plus dans ce domaine. Et c'est dans ce cadre que vous allez agir justement sur la domotique, comment fournir des tablettes à certaines personnes. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement et qu'est-ce que ça va leur apporter en fait aux patients ? La e-santé est un outil en faveur de la coopération et de la coordination. Ça ne doit pas être la solution, ça
ça ne peut pas être la solution. Par contre, nous accompagnons toute la e-santé dans le territoire pour être utile à la population dans les politiques de prévention et de soins. Donc en fait, les fonds que nous allons consacrer à la domotique, qui vont aller en augmentant, sont là aussi pour travailler dans la coordination et la coopération et permettre aux soignants sur le territoire, et en particulier dans les CPTS et avec les futurs DAC, d'accompagner les praticiens et les populations à se servir d'un outil numérique qui sera au service de la santé et pas l'inverse. Et concrètement, le patient avec sa tablette, chez lui, ça lui sert à quoi? Alors, dans un premier temps, ça lui sert à avoir accès à Internet parce qu'il y a une fracture numérique. Alors, ma mère de 94 ans me dit qu'elle se sert très bien de sa tablette et qu'elle ne voit pas pourquoi je vais essayer de lui apprendre. Donc, comme quoi, il ne faut pas non plus faire du racisme anti-vieux. Il y a des personnes âgées qui sont très, très compétentes en informatique. L'inverse étant vrai aussi. Il y a des personnes vrai, jeunes qui sont malheureusement en électronisme. Totalement, voilà. Donc, en fait, la tablette nous sert à leur permettre d'avoir un accès à Internet et à des réponses à des questions et accès à des services. Mais également, nous avons objectivé le lien que Vincent Boun a évoqué tout à l'heure. On ne peut pas faire de la télémédecine tout seul en envoyant les gens dans une télécabine avec des médecins à Pétaouchnok. Il faut que le patient, pour qui la téléconsultation est une aide supplémentaire dans le cadre d'un exercice coordonné, en appui des CPTS, comme ça se fait dans la Meuse ou dans le Var, ou la téléconsultation. Donc en fait, l'infirmier ou l'infirmière peut venir au domicile de la personne âgée, dépendante, et programmer une téléconsultation avec la tablette en aidant ainsi la personne âgée à accéder aux télésoins. Donc on est dans une dynamique d'accompagnement en fournissant le matériel qui est nécessaire à la continuité des soins. Alors question triviale, mais je suis désolé, je suis obligé de la poser quand même autour de cette table sur les collectivités locales. Qui paye, ou plutôt sur quelle ligne budgétaire allez-vous chercher de quoi financer ces missions dont vous nous dites, c'est peut-être à l'État, mais nécessité fait loi, si on ne le fait pas, l'État ne le fait pas, et de toute façon on va plus vite que lui, on a bien compris. Est-ce que vous créez des lignes budgétaires? Est-ce que vous allez rogner sur d'autres lignes? Parce que là, on est quand même vraiment sur le terrain de la santé et non du social, médico-social, qui est celui du département. Alors, on ne va pas rogner, on va utiliser des fonds certainement, mais on va surtout, dans notre travail de partenariat, aider la RS et la CPAM à trouver des solutions et des financements au vu des besoins que nous leur avons exprimés en remontant du terrain. Par ailleurs, en effet, nous avons des fonds que l'État maintenant nous donne dans la prévention que nous pouvons consacrer. Alors, pas seulement, bien sûr, il faudra continuer tous les projets de prévention de la perte d'autonomie, mais il faut savoir que ces projets vont de plus en plus loin, puisque maintenant, dans les aides que le département doit assurer, on ne parle plus que de la personne âgée, on parle aussi de toutes les personnes en situation de handicap. Donc, il y a de plus en plus de population qui est concernée par nos budgets départementaux sur la prévention de la perte d'autonomie et la prévention du handicap et l'aide aux aidants. Donc, il y a une énorme quantité de population qui est concernée maintenant par la politique de santé du département. Et en fait, dans les budgets, nous ne serons que des facilitateurs. Pour le moment, nous ne dégageons pas de ligne de crédit puisque nous n'avons pas le droit d'investir dans le mobilier. Nous ne pouvons investir normalement le département que dans l'immobilier. Le mobilier, ça n'est pas prévu. Mais nous pouvons aider l'ARS, la Sécu et l'État, et les services fiscaux aussi, à comprendre les situations et le zonage pour les aider à financer indirectement par nos soins, l'accès aux soins. Toute dernière question, docteur Moulin, et on reste un petit peu de temps sur le département, mais parce que c'est aussi un acteur puissant et argenté en matière de médico-social. L'enjeu du lien entre le médical et justement le médico-social ou le social, ça aussi c'est un point qui vous tient à cœur, parce que vous avez la pratique de médecin. Vous savez ce que c'est parfois d'être aussi démuni face à un cas médico-social en face de vous. Voilà, la problématique médico-sociale qui survient quand on est en consultation, soit on la balaye d'un revers de la main, on dit allez voir l'assistante sociale de la Sécu, ce qui est une catastrophe parce que généralement ils n'y vont pas, puis de toute façon l'assistante sociale, la malheureuse, elle n'a pas toutes les réponses. C'est quelque chose qui nous prend énormément de temps et sur lesquels on n'a pas des solutions et on ne connaît pas surtout tous les mécanismes permettant dans le cadre du suivi de leur venir en aide. Donc nous n'avons pas de plateforme territoriale d'appui dans le Tarn, mais grâce à Dieu, la mise en place des DAC va permettre d'avoir des dispositifs d'appui coordonnés qui vont nous permettre enfin
de répondre aux jeunes médecins qui s'installent, oui, vous ne serez pas seul devant la détresse médico-sociale. Dès le moment où vous aurez un problème de ce genre-là, vous pourrez confier ce problème qui, sinon, vous aurez pris 3 heures de votre temps ce jour-là, vous pourrez confier, en étant sûr du résultat, ce problème de santé et médico-social particulier à une équipe qui va trouver les ressources nécessaires pour aider ce patient. Donc en fait, les médecins sont très demandeurs quand ils nous posent des questions sur l'installation dans le Tarn. Ils nous demandaient, y a-t-il une plateforme territoriale d'appui? Donc c'est que déjà, ils savaient qu'ils avaient besoin impérativement d'une aide pour ces détresses médico-sociales qui sont de plus en plus nombreuses. Et lorsque on entend ce qui est fait dans la Drôme ou en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des listings précis, des compétences précises, sont des instruments, des outils que vous aimeriez bien aussi développer? Oui, j'espère que la future DAC qui prendra en charge notre territoire saura nous apporter ces réponses, mais je ne doute pas, quand on y participera, je ne doute pas que toutes les réponses seront apportées pour rassurer les médecins et surtout nos populations sur le fait que le médecin impliqué aura les réponses appropriées à apporter à leurs patients. Joris Jonon, pour vous qui représentez ici un petit peu l'État en tant que directeur d'une antenne départementale de l'ARS, question vraiment très large, hein. Est-ce qu'on est dans une nouvelle ère pour les collectivités locales en matière de santé? Est-ce qu'elles viennent un peu grignoter le fromage ou le précaré de l'État en la matière? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de... mettez bien votre micro près de la bouche. On parlait de la répartition des compétences, en fait, entre d'un côté l'État et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, la réalité sur bon nombre de sujets, c'est qu'on ne retrouve pas cette scission entre d'un côté l'État qui s'emparait de certaines missions, de l'autre les collectivités qui auraient un rôle restreint. La réalité, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il faut agir au plus près du territoire, en proximité face à des besoins de santé, et que sur bon nombre de sujets, en fait, il y a une appropriation collective par les différents acteurs dans le cadre d'un travail qui est véritablement partenarial. Il y a un exemple qui a été cité, qui est assez prégnant et qu'on retrouve dans beaucoup de territoires, c'est la question de la démographie médicale. La question de la démographie médicale, aujourd'hui, les solutions qui sont apportées dans les territoires, on constate bien souvent qu'on y retrouve bien évidemment l'ARS au titre de la représentation de l'État, mais aussi les collectivités sur différents projets. Les centres de santé, par exemple, aujourd'hui, il y a des collectivités qui se saisissent du modèle centre de santé pour salarier des professionnels de santé et pour faire en sorte de maintenir une offre dans une localité. C'est un modèle d'avenir, d'ailleurs, pour vous, que vous encouragez? Alors, il y a plusieurs modèles sur le champ du premier recours et sur le champ ambulatoire. Il y a effectivement les centres de santé. Il y a les structures d'exercice coordonnées, plus largement, dans lesquelles on retrouve également les maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais là aussi, pour que ces sujets puissent se transformer véritablement en projets et qui puissent ensuite se traduire par des dispositifs qui fonctionnent, le point de départ, c'est des professionnels de santé qui ont envie de travailler ensemble. Et bien souvent aussi, le dénominateur commun, on le voit sur différents projets, c'est des élus qui ont accompagné la démarche. Donc nous, au niveau local, moi en tous les cas, je suis directeur de délégation départementale, donc j'agis sur un département, et souvent sur ces projets-là, on a l'occasion d'échanger à la fois avec les professionnels de santé, à la fois avec les élus qui se sont aussi mobilisés sur le projet. Et d'ailleurs, quand on a parlé tout à l'heure du volet financier, sur différents dispositifs, finalement, on retrouve un financement qui est mixte. À la fois, il y a des crédits État sur une partie, des crédits collectivités sur d'autres parties, parce qu'on sait que pour faire fonctionner ces dispositifs-là, il faut dépasser parfois aussi les contingences un peu techniques, un peu administratives, et que chacun arrive à se mobiliser, y compris financièrement, pour faire en sorte que ça soit opérationnel. Avec un risque éventuellement, alors soit d'émiettement des solutions, voici chaque région, chaque département ou autre développe son système de lien, son système de messagerie, son système de listing, de téléconsultation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'émiettement? Première chose, et on l'a beaucoup vu dans cette université depuis des années, on a des collectivités qui sont très moteurs pour accompagner des professionnels de santé et lancer des expérimentations. Le passage à l'échelle est ensuite très compliqué lorsqu'une expérimentation marche dans un certain territoire. Comment l'étendre à d'autres territoires? Là, ce n'est plus du ressort de la collectivité, c'est du ressort de l'État. Et souvent, le passage à l'échelle a des difficultés. Alors, d'où l'intérêt, on en revient peut-être à une partie des échanges du début de notre table ronde, sur le fait d'avoir une bonne répartition, une juste répartition entre, d'un côté, un cadre national qui peut
encercler, englober toutes les initiatives qui sont portées. Je pense notamment à ce qu'on appelle l'article 51, qui est un article qui permet aussi de faire éclore certains projets et d'avoir des accompagnements financiers. Et en même temps, il ne faut pas que ce cadre national bride complètement les initiatives locales. En gros, il faut un cadrage national et il faut laisser un terrain suffisant pour que les initiatives puissent être portées par les professionnels, ce qui évite, quand on arrive à ce point d'équilibre, de retrouver une multitude d'initiatives et de s'enliser aussi sur une multiplicité d'initiatives qui finalement sont portées 1 an, 2 ans, 3 ans, et où on n'arrive pas, je dirais, à transformer l'essai. Ouais, donc une forme de réel politique quelque part à mettre en place de la part de l'État aussi. Dans les exemples que l'on a entendus, soit au niveau de très local, par exemple d'une CPTS sur le sud de la Drôme, ou bien au niveau départemental, quand un département va équiper de tablettes et va essayer de changer un petit peu le lien grâce à la santé digitale entre le médecin et le patient, est-ce que c'est aux collectivités locales, de le faire de manière durable, hors expérimentation, de le financer ? Alors, sur ces initiatives-là, il faut savoir que sur certaines expérimentations aussi, on est amené bien évidemment directement à contribuer au financement des expérimentations. Je rappelle que, à la main des agences régionales de santé, notamment du directeur général de l'ARS, existe quand même ce qu'on appelle le fonds d'intervention régionale, qui sont un ensemble de crédits qui financent différents dispositifs et qui peuvent aussi abonder pour ces expérimentations-là. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, le FIR et les fonds État ne peuvent pas tout. Et donc, à un moment donné, il y a un principe de réalité qui s'applique. Quand on veut démarrer sur un certain calendrier, qu'on a une ambition et qu'on veut porter un projet, souvent, on arrive sur des schémas de financement qui sont mixtes. Oui, le risque étant, par exemple, un risque passage RSA que l'État va donner à des collectivités locales qui implique, en plus, des coûts de gestion un peu plus durs, sans avoir les financements qui suivent réellement derrière. Alors c'est un risque qui est identifiable. Maintenant, ça interroge peut-être aussi finalement la répartition des compétences. On l'a vu également dans le cadre de la gestion de crise, sur les initiatives, et ça a été en partie abordé. La question qui est de dire, est-ce que les collectivités territoriales, finalement, la e-santé va les faire devenir des acteurs de santé ? Et ils le sont déjà par les initiatives qu'ils portent, ils le sont déjà aussi sur des champs de compétences. On parlait, pour ce qui concerne l'action du département, il y a des champs de compétences qui sont dans le domaine santé, notamment aussi sur le sujet médico-social. Je pense aux champs de compétences sur la protection maternelle et infantile. Aujourd'hui, c'est un domaine d'action du conseil départemental. Donc ces collectivités, elles sont déjà acteurs de santé. Vincent Bou, notre collectivité qui est la région, donc un urgentiste, vice-président de la région en charge de la santé, pour faire quoi concrètement ? Parce que autant le département, on a une compétence qui est écrite, qui est celle du médico-social, autant la santé ne fait absolument pas partie des compétences de la région. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Donc c'est pas la peine de reposer la question. Est-ce que c'est notre compétence ? Non. Est-ce qu'on va y aller ? Oui. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Pourquoi un urgentiste ? Parce que quelque part il y a peut-être un signal qui a été passé au travers on va dire de la confiance que me fait Carole Delga. On a quand même une situation un petit peu d'urgence. On est encore en urgence sanitaire. Et puis on s'aperçoit qu'on paye, comme a dit très bien le docteur Moulin, on paye quand même 20 ans, 30 ans de mauvais choix en termes de santé. On paye du numerus clausus, on paye des quotas, on paye des fractures de liens ville-hôpital, on paye tout ça. C'est peut-être le moment, et c'est même vraiment le moment, de faire en sorte de travailler tous ensemble. Et je pense que finalement, vous n'aurez pas un débat contradictoire avec cette Assemblée, parce qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on va tous essayer de travailler dans le même sens. Voilà. Et la région, elle est là en appui. Elle est là en appui des professionnels de santé de terrain. Elle va travailler avec les départements et en particulier le département du Tarn, je l'espère, à la revitalisation des médecins, en fait, du tissu de soins primaires, qui est quand même, on va dire, le premier, la porte d'entrée dans le système de santé, c'est le médecin traitant. Et puis, bien sûr, elle va travailler en appui des services de l'ARS, parce que c'est important, entre guillemets, d'avoir une direction ou une norme fixée par
l'État, dans lequel puissent s'emparer les collectivités territoriales et travailler au sein d'un cadre. Ça, c'est important aussi. Lorsque vous parlez de l'appui justement à la présence médicale sur les territoires, notamment les premiers soins et médecins traitants, Carole Delga souhaite que la région salarie des médecins. Alors oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un nouveau mode d'exercice et bien sûr, il ne va pas remplacer ce qui existe déjà sur le secteur libéral, mais venir en appui sur des territoires ou auprès de professionnels qui ne se reconnaissent plus dans l'exercice libéral. La génération des jeunes médecins, alors moi aussi, on fréquente beaucoup. La médecine, c'est une formation beaucoup par compagnonnage, par tutorat. C'est important pour nous tous. On est au contact des jeunes et on s'aperçoit que les jeunes, ils veulent plus tout à fait ce que voulaient les anciens. L'heure du médecin traitant qui était tout seul dans son cabinet, c'est fini. L'heure du médecin traitant qui travaillait jusqu'à pas d'heure le soir, c'est fini. L'heure du médecin traitant qu'on pouvait déranger au milieu de la nuit, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Mais pour autant, ils n'ont pas renoncé à cette envie, cette ambition, cet honneur, je dirais, d'être médecin traitant. Ils veulent le faire dans des conditions d'exercice différentes. Ils veulent le faire avec des horaires un petit peu plus maîtrisés. Ils veulent le faire en s'embêtant beaucoup moins sur l'achat d'un cabinet, les loyers, le crédit, l'embauche de personnel. Vous voyez, c'est des choses qui sont assez lourdes à se mettre en place. Et effectivement, certaines jeunes générations ne veulent plus, entre guillemets, s'embêter avec tout ce réglementaire. On parle des papiers, on a parlé de la facilitation, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est... alors quand vous installez en libéral, vous avez votre ami l'URSSAF qui arrive, vous avez etc. Donc voilà, ça veut dire que nous, on va essayer de les aider à s'installer différemment. Voilà, ouais. Ça veut dire quoi, les aider à s'installer différemment? C'est arrivé avec des aides, des subventions, c'est arrivé jusqu'au salariat dans des maisons intercommunales de médecins. C'est tout à fait, c'est faire des centres de santé all-inclusive, je dirais, dans lequel effectivement la région va venir, alors bien sûr en partenariat avec les territoires. On ne va pas venir hors sol, ça va venir d'une commune ou d'une communauté de communes, ça va être avec le partenariat fort des départements, et Dieu sait qu'on a des bons rapports avec le département en Occitanie, en particulier avec le Tarn. Non, mais voilà. Et ça va venir en fait donc créer des centres de santé, c'est-à-dire supporter l'infrastructure, c'est-à-dire salarier les médecins à des salaires raisonnables, parce que c'est pas la première motivation qui les intéresse, mais c'est important quand même. Ça veut dire insister sur la visite médicale, qui est quand même, on va dire, l'ADN du médecin traitant, insister sur le soutien aux EHPAD, insister sur la permanence des soins et les gardes, en particulier en soirée et week-end, qui sont aussi importantes. Et ça veut dire donc salarier directement les médecins, les secrétaires, éventuellement quelques sages-femmes ou infirmiers en fonction des besoins du territoire, et avoir toute la structure derrière capable de traiter, bien sûr, l'administration, le secrétariat, etc., pour revitaliser ces territoires. Alors Vincent Boune, je m'arrête quand même sur ce que vous venez de nous dire, qui est une nouveauté de la part des régions en tant que collectivité territoriale, la volonté de salarier des médecins, de salarier des sages-femmes, éventuellement de salarier les personnes administratives qui les accompagnent. C'est toujours la même question. La région, depuis la réforme notamment menée par François Hollande, a perdu sa cause de compétence générale. Sa clause de compétence générale, vous n'avez plus le choix, normalement, légalement, d'aller sur les terrains qui vous plaisent. L'État vous a demandé de faire ce qu'il a décidé que vous alliez faire, formation, les lycées, etc., et ne vous autorise plus à aller sur de nouveaux terrains. Alors on entend toute votre sensibilité de médecin qui est en train de parler. Un fait et un constat, je pense, qui est largement partagé dans le monde médical, mais néanmoins, vous n'avez pas le droit d'y aller, et en plus, avez-vous les moyens financiers d'y aller? Alors, il faut que vous disiez ça à Carole Delga, vous verrez sa réponse. Je vais vous faire le gentil pour une fois. La compétence régionale, c'est aussi l'égalité du territoire. Et l'égalité dans les territoires, c'est aussi l'égalité d'accès aux soins. D'accord ? Alors oui, encore une fois, on est hors compétence et vous avez tout à fait raison, mais c'est pas grave, encore une fois. On peut vous laisser enfoncer les portes et défricher le chemin pour les autres. On va défricher le chemin. On va défricher le chemin parce que voilà, il faut trouver des solutions collectives. Et je pense qu'on a notre rôle à jouer. Je précise quand même que bien sûr, l'Agence régionale de santé est impliquée, sera partenaire dispositif. Donc ils vont vous aider à défricher le chemin aussi. Exactement. Et c'est important qu'on travaille avec eux et bien sûr qu'ils ne s'y opposent pas et bien sûr qu'ils sont ravis qu'on investisse dans la santé. Je vais donner un chiffre, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est le budget santé de la région sur le mandat à venir. Donc c'est énorme, effectivement. Alors il y a déjà dedans, il y a des choses qui existent déjà, comme les formations sanitaires et sociales, c'est partie des choses, mais c'est le budget qui va le plus progresser à la région, c'est plus 50%. Alors oui, il faut faire des arbitrages, vous avez raison. Maintenant, à la fois,
notre rôle d'élu. Alors, je suis un nouvel élu, excusez-moi, je débute, mais ma perception du rôle d'élu, c'est de se mettre au service des problématiques des citoyens. C'est investir là où il y a des besoins ou des envies ou des attentes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et quelle est actuellement probablement la plus grande préoccupation des gens de l'Occitanie, mais pas que, qui ont voté pour Carole Delga, c'est ma santé. Ma santé. On s'aperçoit qu'un petit virus, à la fois, peut faire des millions de morts, peut nous confiner tous pendant 1 an et demi, presque 2 ans, on adore ça, peut détruire ou durablement abîmer la population. Le psychotraumatisme est important dans la population, vous voyez, peut fragiliser le tissu socio-économique. Tout ça, c'est un virus qui fait 10 nanomètres, je crois, enfin, petit virus insignifiant, quoi. Et en fait, on s'aperçoit à quel point on est fragile et dépendant de notre santé. Je pense que ce serait une faute morale de ne pas y aller. Voilà. Alors on entend votre volonté très forte, très marquée, d'aller défricher sur un terrain, de prendre une compétence sur laquelle vous n'avez pas le droit d'aller vis-à-vis de l'État, de salarier des personnels de santé. Autre point du programme qui est porté par Carole Delga et qui est quelque part aussi un véritable changement dans le champ de la santé, des actions des collectivités locales, qui est la possibilité pour une région d'investir dans des hôpitaux, c'est-à-dire dans du dur. Oui. Même question, pourquoi, de quelle manière, avec quel argent, sachant qu'il faut quand même tout le dire, et ce n'est pas une insulte, oui. Les régions sont des nains en matière de budget. Par rapport au département, entre autres. Vous avez tout à fait raison. Si on part par exemple les exemples européens de régions qui ont beaucoup plus de budget, regardez l'Espagne à côté, ça n'a rien à voir. La totalité du budget des régions françaises est inférieure à la plus petite région allemande. Vous avez tout à fait raison. Et nous, on plaide effectivement pour avoir plus de décentralisation et effectivement plus de volonté d'action. Alors, pour vous parler franchement, je vais dire, c'est pas qu'on n'ait pas le droit, c'est qu'on n'est pas attendu dessus. On a le droit parce que je peux vous dire que l'ARS, quand ils ont qu'on allait investir dans les hôpitaux. Là, c'est pas le tapis rouge qu'on a eu, c'est le tapis rouge avec les fleurs et les rubans, vous voyez. En l'occurrence, c'est toujours... Oui, disons-le. Voilà. Donc c'est alors, vous allez faire quoi dans les hôpitaux, concrètement ? Alors, tout simplement, on va... Il y a le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé qui est aussi un plan d'investissement important dans les hôpitaux et de rénovation des hôpitaux. Rénovation ou construction, regroupement, par exemple, de 2 petits hôpitaux fragiles qui se regroupent pour faire un hôpital plus important. Mais tout ça, ça rentre dans ce cadre du Ségur de la santé. Il y a actuellement sur l'Occitanie 280 projets identifiés, émanant bien sûr des professionnels des hôpitaux, correspondant à un budget qui dépasse largement l'enveloppe du Ségur de la santé. En gros, il faudrait qu'elle soit double. Pour autant, on ne va pas effectivement tout à fait réussir à abonder toute cette enveloppe, mais on va venir en appui dans des territoires qui nous semblent importants. En tout cas, je parle d'égalité d'accès aux soins, modernisation des hôpitaux, rénovation énergétique avec l'urgence climatique qui est derrière. Je parle de maintien de l'emploi dans des bassins où, bien sûr, c'est important d'avoir un hôpital. C'est souvent le plus gros employeur d'une ville. C'est très important ça, de le noter. Donc, effectivement, on a, au travers des régions, la possibilité d'actionner des fonds européens en particulier. Et là, on a actuellement un fonds FEDER qu'on est en train de mettre à disposition de l'ARS et des hôpitaux. Pour la première année, c'est 20 millions d'euros. Voilà, donc effectivement, le financement, c'est l'Europe qui nous donne cette opportunité. Et nous, ça nous permet de commencer à aider des hôpitaux qui ont des besoins extrêmement importants. Là-dessus, on va, sur le financement des hôpitaux, un peu sur le précaré de l'État, mais beaucoup sur le précaré des directeurs d'hôpitaux qui sont censés être maîtres à bord et être indépendants là-dessus. Comment est-ce qu'ils voient la région éventuellement débarquer dans leur établissement ? Est-ce que ça va se passer comme dans les lycées ? Vous pourrez aussi avoir des places au conseil d'administration, venir siéger régulièrement ? Alors, généralement, quand on arrive avec quelques millions d'euros, on est plutôt bien reçu. C'est un truc que je me suis aperçu assez facilement. On se croirait aux États-Unis. Non, mais c'est assez facile. Quand on dit on va vous aider, on va financer, les directeurs sont plutôt contents de voir. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas trop senti d'hostilité, ça c'est bien. Et oui, nous, ce qu'on demande, oui, vous avez tout à fait raison, on va citer l'exemple des lycées, ce qu'on demande effectivement, ce qu'on va essayer de travailler, et je sais que Carole Delga travaille en particulier avec le Premier ministre, c'est une gestion des locaux
à l'instar de ce qui se fait dans les lycées. Et quand vous regardez l'état des lycées d'Occitanie, alors pour le coup, là, je connais bien les hôpitaux, mais je connais bien le lycée, j'ai 5 enfants, on a des lycées qui sont quand même assez modernes, assez bien entretenus, avec du foncier qui est quand même au niveau. Il n'est pas question qu'on intervienne sur les programmes pédagogiques, sur les professeurs, sur tout ça, mais nous, on est là vraiment pour faire, on va dire, l'aspect facilitateur de vie, logistique, intendance, etc. Et ce qu'on demande un petit peu, ce qu'on essaie de voir si c'est possible de faire, c'est effectivement aider les hôpitaux sur ces thématiques-là. Et en particulier, il y a des hôpitaux qui sont très vieux. Alors vous avez ici le CHI qui est quand même assez moderne, mais qui est, si je ne me trompe pas, il y a déjà des travaux à faire, mais c'est normal. C'est le dynamisme des médecins et des équipes soignantes. Mais vous avez des hôpitaux qui sont très vieux, vous avez des hôpitaux qui sont au bout de course, vous avez des hôpitaux qui sont vétustes avec des conditions même d'insécurité ou d'insalubrité. Dans certains hôpitaux, il faut le dire, c'est comme ça. Et avec effectivement des directeurs d'hôpitaux qui n'arrivent pas à faire les investissements nécessaires parce que il y a toujours pareil, il y a les priorités financières, c'est compliqué. Vous voyez, pour nous, ce qu'on aimerait faire, et voir bien sûr, évidemment, travailler avec les services de l'État, c'est pouvoir leur dire, écoutez, on va gérer les fonciers, vous vous occupez du fonctionnement, du projet médical, du fonctionnement des hôpitaux, de l'investissement en termes d'innovation médicale, et nous, on est là pour vous faciliter la vie. Donc ça c'est vraiment important, ce qu'on aimerait faire. Joris Jonon, pour vous qui représentez l'ARS, j'aimerais bien avoir votre réaction lorsque vous voyez un acteur comme la région qui arrive, qui dit je veux salarier des médecins, salarier des sages-femmes, créer des centres de santé, pouvoir être acteur, rénover les hôpitaux, typiquement dans le domaine régalien là. Alors, sur le sujet du salariat des médecins, je dirais que la formule n'est pas nouvelle, puisque les collectivités, notamment plutôt les départements jusqu'à présent, parce qu'on est dans le champ médico-social. Ce levier-là, qui par ailleurs sur certains territoires fonctionne plutôt bien. Donc, rappelons par ailleurs que quand même le niveau régional, même si aujourd'hui les compétences de la région n'ont pas tellement sur le volet sanitaire, à travers la création des ARS, il y a eu aussi une volonté quand même de donner une certaine dimension à l'échelon régional sur les politiques de santé. Après, pour ce qui concerne le volet investissement, là aussi, ce n'est pas la source de financement véritablement au fond qui importe complètement, même si ça reste un sujet d'importance. Sur le Ségur investissement, par exemple, là je vais parler sur un territoire que je connais mieux, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. On a une enveloppe globale d'investissement au titre du Ségur qui est légèrement supérieure à 1 milliard d'euros. C'est une enveloppe conséquente. On sait tous que le Ségur, sur son volet investissement, c'est un plan avec une certaine ambition. Mais l'objet de ça, c'est aussi de partager les enjeux. Autrement dit, sur tous les projets qui sont identifiés comme étant éligibles au Ségur investissement, le choix que l'on fait, c'est de partager la priorisation et de partager les enjeux avec tous les partenaires au niveau local. Autrement dit, de façon assez récente, moi j'ai eu ce qu'on appelle un comité territorial de santé qui rassemble des élus, qui rassemble les services de l'État, qui est assez pluriel dans sa composition et qui, à travers le travail qui a été fourni, a permis aussi de travailler sur la priorisation des projets. Donc là, on est sur un abondement État, sur des crédits État, mais sur véritablement un partage des priorités et des enjeux et surtout des projets qu'on souhaite en première intention accompagner. Vincent Boone, toute dernière question rapide, s'il vous plaît, sur le rôle que joue, pour le coup, pas uniquement la région Occitanie, mais l'ensemble des régions en général, sur l'appui à l'expérimentation en termes de santé digitale. On a vu dans toute la France, il y a eu énormément de projets de santé digitale qui ont été soutenus avec cette difficulté, pour faire dans le anglicisme, du scale-up, c'est-à-dire du passage à l'échelle, comme un projet qui marche bien au niveau territorial, d'un territoire peut-être étendu au niveau national. C'est rarement le cas. Est-ce que vous allez continuer, ceci dit, cet appui ? Oh là oui. Oui, bien sûr. Alors, on va dire tout ce qui est numérique, et en particulier le numérique en santé, pour nous, c'est assez important. Il faut savoir que sur le soutien aux entreprises au numérique, la santé peut représenter, ça dépend des appels d'offres, ça dépend des moments, mais ça représente jusqu'à 30 à 40% de l'enveloppe globale de soutien au numérique, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et la région de soutien au numérique, c'est à peu près, pas tout à fait, un peu moins de 80 millions d'euros par an, tout confondu, dont 10 millions d'euros pour l'export, l'aide à l'exportation ou l'aide à l'internationalisation. Donc je vous rejoins assez sur le fait qu'il ne faut pas travailler complètement dans son coin. Nous, ce qu'on attend aussi de l'État, c'est de nous donner des normes, en tout cas, des normes de communication. Vous voyez ce que je veux dire ? Je travaille dans une CPTS, je ne travaille pas dans une CPTS, mais si je suis professionnel, je travaille dans une CPTS, j'ai aussi envie de pouvoir
basculer mon dossier patient vers le centre hospitalier le plus proche, voire vers un autre professionnel de santé hors de la CPTS, parce qu'il n'y a pas la compétence dans la CPTS. Donc, c'est important qu'on ait des normes de communication qui soient sécurisées, fiables. Et c'est là où on attend vraiment les acteurs, enfin en tout cas les grands acteurs étatiques, c'est nous donner des directions. Après, à l'intérieur de ces normes, on va travailler, aider les entreprises à pousser, à se développer, à exporter. C'est créateur d'emplois, on est bien d'accord. L'industrie du numérique, c'est pratiquement pas tout à fait 100 000 emplois sur l'Occitanie, c'est quand même important aussi. Ouais. Alors c'est vrai, vous parlez de normes et de cahiers global, vous me faites la transition toute trouvée pour me tourner vers Philippe Bédère, et donc cette opération pilote qui est menée en Haute-Garonne avec cette messagerie sécurisée entre les médecins et les patients. Comment ça va se passer, ou comment déjà ça se passe concrètement, Philippe ? Alors déjà, c'est en Haute-Garonne, j'y suis pour rien. On est dans le Tarn, excusez-moi, ça c'est le choix de l'État. J'aimerais commencer ma réponse avec une réponse avec ce qui vient d'être dit, en faisant écho à ce qui vient d'être dit tout du long sur déjà le rôle de l'État. Vous l'attendez en tant que professionnel, on l'attend en tant qu'éditeur de logiciels ou industriel, on l'attend tous, parce qu'effectivement, il y a un cadre régalien, on est en France. Ça a quand même quelques vertus parfois d'être dans un État jacobin. Et l'État arrive, enfin, quelque part. Si je fais le parallèle, là aussi je vais faire une histoire un peu vieux schnock, mais il y a 25 ans, on a décidé en France de faire une carte d'assurance maladie, c'est la carte vitale. Ça a été une petite révolution dans des usages. On a décidé aussi du DMP. Alors je vais y venir. Je vais y venir. Justement, tout change sur le sujet aussi. Mais cette carte vitale, on l'a donnée à toute la population. Ça a été une transformation quand même dans la société. On a dématérialisé des choses relativement simples. C'était des formulaires de remboursement, des trucs administratifs. Mais les assurés ont cru que c'était une carte bancaire parce que c'était une carte à puce. Bon, ça vous montre bien la difficulté de l'appréhension du sujet par la population et par les professionnels. Et par les professionnels. Là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est d'un ordre de grandeur qui n'a rien à voir. On passe du remboursement du soin, qui est de la paperasse, au soin lui-même. Et quand on dit soin, en fait, c'est réducteur. Parce qu'il y a la notion de prévention, il y a la notion de soin, on est dans le sanitaire, on est aussi dans le médico-social. Et là, la volonté de l'État, enfin, c'est de réunir toutes les conditions. Et quand je dis l'État, en fait, c'est les pouvoirs publics, parce qu'il y a aussi l'assurance maladie, il n'y a pas que l'État strictement. C'est de faire son job, j'allais dire, quelque part, et de poser ce cadre, de poser ces normes, de poser ces systèmes structurels, j'allais dire, sur lesquels tout le monde va pouvoir s'appuyer. Et donc déjà, ça va être à disposition de tous. C'est une première révolution. Vous l'avez évoqué, madame, en région, il y a des exemples. En région, chez nous, il y a d'autres systèmes qui tournent depuis des années. Là, il va y avoir des systèmes disponibles au niveau national qui vont permettre à tout professionnel d'échanger des données de manière sûre sur tout patient. Alors très concrètement, ça, parce que j'en ai beaucoup de professionnels qui échangent encore par Gmail, par de la messagerie, par WhatsApp aussi. Le but est de les faire migrer tous vers cette messagerie. Comment ça va se passer? Alors, absolument. Et pour le professionnel et pour le patient? Tout à fait. Donc une fois que l'État a fait son job quelque part, on a les autoroutes, on a l'infra, comme on dit, on a l'essentiel. Par contre, il y a le dernier kilomètre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a les vrais utilisateurs, les vrais gens. Alors dans les vrais gens, il y a déjà des professionnels. Donc vous parliez de cette expérience de mon espace santé en Haute-Garonne. Depuis 2009, déjà, les professionnels en Midi-Pyrénées et puis maintenant en Occitanie faisaient déjà la messagerie sécurisée entre eux. Avec le même outil, ils vont pouvoir, mais ils peuvent déjà, ça fonctionne, échanger des messages sécurisés avec leurs patients. Très concrètement, ça sert à un médecin dans le suivi au long cours d'un professionnel, ça pourra servir à un établissement à envoyer des messages aux professionnels, donc aux patients, ça va servir à tous les acteurs. Ça doit améliorer la pratique. Ce n'est pas applicable et utile forcément pour toute la patientèle. Donc il y a des nouveaux usages qui vont devoir émerger par rapport à ça. Et comme vous le dites, ça sera enfin dans un environnement sécurisé. Ça va sécuriser, on n'aura plus des QR codes de président à se balader sur Internet. Comment ça va marcher très concrètement pour le médecin? Est-ce qu'il a besoin de changer ses logiciels, ses applications? Et comment ça marche côté patient? Nous, on est habitués à Gmail tous les jours. Est-ce qu'on va continuer à recevoir nos mails sur ce type de messagerie? Je ne vais pas déflorer intégralement la table ronde suivante. Ah non, parce que Dominique Pont va en parler très bien. On est là, on peut y aller, on est à 4 entre nous. On y va. Côté professionnel, entre guillemets, ça ne change rien pour cette messagerie sécurisée. Il avait une messagerie avant. Il aura une messagerie demain qui lui permettra et qui lui permet dès aujourd'hui d'envoyer des messages à son patient. Donc son environnement de travail, lui, il ne change pas. Mais côté patient, tout change. Je vous parlais de la carte vitale volontairement parce qu'on avait dans la main une carte verte. Aujourd'hui, on est 25 ans plus tard. En tant que patient, la carte vitale, elle est en train de se dématérialiser, elle va arriver sur smartphone. On va avoir dans sa poche, avec son smartphone, l'accès à ses données de santé.
au DMP, qui va être ouvert à toute la population à partir du mois de janvier. Et on va avoir une capacité d'accès à son information, mais à communiquer avec ses professionnels beaucoup plus simple. Et donc ça, en termes d'appropriation de l'outil et de compréhension de l'outil, c'est un vrai défi. Donc en tant que patient, je vais sur mon smartphone devoir télécharger une application qui va pouvoir me permettre de lire des messages que va m'adresser mon médecin. Alors mon espace santé, c'est même plus riche que ça. C'est l'accès à votre dossier médical personnel, ou partagé, pardon, mais non, excusez-moi, qui va être ouvert donc, par défaut à toute la population. C'est également une messagerie sécurisée pour échanger avec les professionnels. Ça va être aussi un agenda personnel, consolidation de tous ces rendez-vous. Et ça va être également un magasin d'applications, un store, comme on dit sur les smartphones, qui va permettre de charger des applications, mais des applications, j'allais dire, de qualité, avec un niveau d'assurance réel sur la sécurité des données, le côté souverain de la chose. Et ça, c'est la confidentialité, bien évidemment. Donc, qui apporte les garanties de l'État aux patients et aux personnes, aux citoyens, sur la qualité de ce qu'ils utilisent. Comment est-ce que l'on amène une population à faire une bascule en termes d'usage? On va parvenir sur le DMP, le grand succès du DMP, malgré les millions investis dedans. Là, vous nous dites d'abord il y a un changement, c'est que l'espace numérique personnel va être ouvert par défaut. Ça ne sera plus à chaque patient de faire une demande. C'est d'office, il aura un espace numérique, sauf s'il fait la demande de le refuser. Absolument. Donc là, on inverse la logique. Et surtout, comment est-ce que l'on amène une population volontaire, non volontaire, plus ou moins à l'aise avec les outils électroniques, à aller vers ce type de démarche? Est-ce que c'est pas là finalement tout l'enjeu? Alors, je pense que l'enjeu il est double, il est côté patient et côté professionnel. Donc déjà côté professionnel, là, Dominique on en reparlera à nouveau, il y a un enjeu d'équipement, que tout le monde ait les bons logiciels, les bons systèmes. Ça, le Ségur numérique, l'État, les pouvoirs publics s'en occupent. Je vais le laisser, je ne vais pas abonder sur le sujet, c'est pas la peine. Côté patient, il y a un vrai enjeu d'éducation. Il faut déjà informer. Il faut que les gens comprennent ce que c'est. Une carte vitale, encore, bon, c'est matériel, on peut y arriver. Là, ça va être beaucoup plus complexe, parce qu'on est dans le soin. Il y a une complexité réelle dans le soin. Vous parliez, M. Boone, tout à l'heure, du parcours de soins. Il y a un enjeu gigantesque à numériser ces échanges en termes d'efficacité, de fiabilité, de qualité, de sécurité de la prise en charge, etc. C'est énorme. Mais il faut que le patient s'y retrouve là-dedans. Et l'outil peut être un handicap, le réseau peut être un handicap, le fait que ce soit dématérialisé peut être un handicap. Donc tout ça, c'est une réelle complexité. Et pour y arriver, tout le monde a son rôle à jouer. C'est-à-dire que ceux qui font des applications, des outils, ils doivent faire des outils de qualité facilement compréhensibles. Alors les GAFAM, ils sont très bons pour ça, parce qu'ils ont énormément de moyens. L'enjeu pour nous, c'est de faire aussi bien qu'eux. Mais il faut que les gens déjà aient l'information. Donc il y aura des grandes campagnes de communication organisées pour informer les gens. Mais comme je le dis toujours, ces outils, ce n'est pas des cartes de fidélité. Mon objectif, ce n'est pas d'être malade pour tester le système et m'en servir et comprendre. Au contraire, mon objectif à moi, ce n'est pas m'en servir. Parce que je suis dans la tranche d'âge qui va bien pour l'instant. Mais un jour, j'aurai besoin de m'en servir. Ce jour-là, il faudra que ce soit naturel et simple pour moi. Bon. Mais je suis dans la mauvaise cible. Je suis quelqu'un d'éduqué, qui fait ça depuis des années. Bon, je suis partie des gens non représentatifs. Maintenant, il faut réfléchir aux gens qui ont une difficulté d'accès au numérique, à l'outil, à l'information. Et ça, tout le monde doit jouer son rôle. Et là, vous appelez les collectivités territoriales également à jouer ce rôle dedans? Alors, je les appelle, moi, en tant que personne, je le souhaite, en tant que structure, j'appelle, je ne suis pas l'État. Mais tout le monde a son rôle à jouer. C'est-à-dire que l'État a son rôle à jouer, en termes régaliens, j'allais dire. Les caisses primaires ont leur rôle à jouer, parce que ce sont des vecteurs d'information écoutés par leurs assurés. On est dans le Tarn, les mutuelles ont un poids très fort dans le Tarn, historique. Les mutuelles vont donner de l'information. Et puis les collectivités ont un vrai rôle à jouer, effectivement. Vous avez probablement entendu parler dans le programme France Relance des maisons France Service. Vieux sujet de l'État, ça s'est appelé les relais de services publics, etc. Donc c'est l'effort fait par les pouvoirs publics pour amener le service, en l'occurrence administratif au sens large du terme, à portée de la population. Donc dématérialiser, avoir numérisé, c'est une chose, mais rendre la chose accessible en termes de proximité et de compréhension par la population, c'est autre chose. Et là, les maisons ont un vrai rôle à jouer. Oui, docteur Étienne Moulin, un regard justement sur ce plan qui est ambitieux, d'un espace numérique de santé personnel.
mais c'est une véritable gageure à mettre en place vis-à-vis de la population. Alors, on se connaît depuis très longtemps parce que j'ai été un turiféraire acharné du DMP il y a 15 ans de ça. J'ai toujours suivi et espéré qu'il se développerait. Bon, maintenant, a priori, le dossier médical partagé se développe. Mais de ce qu'il me dit et de ce que je connais profondément de ma population du Tarn, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que malgré les 6000 assistants numériques promis par l'État, avant qu'on arrive à une formation suffisante, simple, accessible d'une grande partie de la population, il va falloir un énorme travail pédagogique de fond. Et là, le département va devoir s'engager à fond avec ses structures, ainsi que les communautés d'agglos, les maires, etc. Il y a un travail pédagogique considérable, parce que essayer d'expliquer à quelqu'un normalement cortiqué, mais qui ne l'a jamais fait, de s'authentifier avec Authenticator, bon courage. Hein, c'est pas Amazon. Non, c'est vraiment... Ça va nécessiter des réflexes, des acquisitions que ces personnes-là auront. Mais il va falloir du personnel sur le terrain. Et à mon avis, les 6000 assistants numériques prévus ne seront pas suffisants. Et là-dessus, en complément, une des clés de la réussite, c'est de réutiliser les canaux qui fonctionnent déjà, les infrastructures, les systèmes qui existent déjà. C'est pour ça que je parlais des CEPAM, des mutuelles, etc. Vous prenez les aidants auprès des personnes, vous prenez ces maisons de France Service, etc. Tous les acteurs potentiellement ont un rôle à jouer pour donner cette information et apporter leur petite pierre à l'édifice et faire en sorte d'embarquer le maximum de personnes là, dans cette dynamique. Rebecca Martin-Souna, pour clore cette table ronde, votre regard pour vous peut pas avoir, j'ai envie de dire, de professionnels plus terrain, plus proches du terrain de ces patients que ceux que vous représentez ici dans votre CPTS du sud de la Drôme sur cet enjeu qui pour le coup, qui n'est pas une imagination parce que c'est en train d'être testé en ce moment en Haute-Garonne et sa vocation à être diffusée très largement et rapidement au niveau de l'État. Je ne connais pas tous les raisons de l'échec du DMP, mais on est d'accord que ça a été un échec. Mais une des raisons, c'est que je pense que les professionnels de santé qui ont doit introduire les documents du patient dans ces DMP, on n'a pas été suffisamment impliqués dans la création. Alors je ne sais pas comment dans cet espace santé numérique on va être impliqués, parce que c'est à nous, professionnels de santé, de basculer les comptes rendus, les bilans. Je trouve que c'est une idée fantastique. Nous, en tant que professionnels, on l'attend vivement que ça marche pour pouvoir accéder aux informations des patients de la façon la plus simple possible. Mais voilà, il faut compter aussi sur l'implication des professionnels pour développer cette partie qui nous touche à nous. Merci à tous. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette table ronde sur les collectivités locales. Je vous propose de prendre les 10 dernières minutes qui nous restent pour faire passer des micros dans la salle et pouvoir leur poser les questions, puisqu'on a quand même entendu beaucoup de choses et beaucoup d'implications des collectivités locales, que ce soit au niveau local, département, région, depuis le début de la table ronde. Alors je pense qu'il y a un micro qui va circuler. Si ce n'est pas le cas, je vais faire passer le mien. Voilà, il y a quelqu'un qui fait circuler. Alors il y a une première main qui se lève juste en face de vous, madame. Je vous demanderai à chacun, s'il vous plaît, simplement de vous présenter, savoir qui vous êtes et quelle fonction vous avez, et de poser des questions courtes pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible et que le micro circule. Monsieur, on vous écoute. Très bien, merci. Mounir Mokhtari, professeur à l'Institut Mines-Télécom. Je pense que le professeur Moulin a parlé d'une initiative ou d'une subvention de 1 200 000 sur de la prévention pour le maintien à domicile. Je ne pense pas avoir tout compris. Pourriez-vous nous dire concrètement à quoi va servir cette dotation et sur quel projet? Merci. Alors, en fait, il s'agit de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans. Cette CFPPA reçoit des budgets de l'État, de la CNSA, donc une conférence nationale, et elle doit décliner donc les projets sur l'année qui vont améliorer donc toujours dans ce domaine, la prévention de la perte d'autonomie. Donc, c'était un budget médico-social qui consiste à équiper les EHPAD, à avoir des budgets de tout ce qui peut être prévention de la perte de la santé, en fait, quel que soit le domaine. Donc, en fait, ensuite, on reçoit par des concours, entre guillemets, 2 fois par an, avec donc des propositions par des associations du terrain
que nous allons financer pour toutes sortes. Ça peut être un atelier Alzheimer, ça peut être un atelier diabète, un atelier nutrition, enfin tout ce qui est prévention. Et tout cela est financé. Et là, l'enveloppe globale qui nous est allouée par la CNSA va de 900 à 1000 à 1 200 000 euros pour le Tarn. Et donc, nous votons et nous étudions chaque projet. Il y en a des dizaines et des dizaines dans le département chaque année. Nous étudions tous ces projets et ensuite nous validons le projet et finançons. La CNSA nous donne 70% du budget dans une première temps, puis 30% à l'issue sur résultat. Donc en fait, c'est une énorme politique de prévention et non pas de soins. À moins que vous vouliez compléter, Vincent. Oui, sur l'investissement, sur la prévention, en fait, la région fait pas mal de choses. Effectivement, il va en faire plus, puisqu'on n'a pas parlé du volet prévention, mais je vous remercie de lancer le débat là-dessus. Il y a des choses qui existent déjà, et en particulier, par exemple, début octobre, on va voter le plan Jeunes et Santé, en fait. Et c'est beaucoup de la prévention, vous vous en doutez. Hein. On parle d'alimentation, on parle de sport, on parle de sexualité, important, on parle de perturbateurs endocriniens. Et donc ça, c'est déjà c'est dans les tuyaux, et c'est a priori 1 700 000 qui vont être versés pour des actions de prévention. Et puis à moyen terme, alors on ne peut pas tout faire dans les 2 premiers mois, c'est ce que j'ai compris. À moyen terme, le lancement des grandes assises régionales de la santé, avec effectivement un budget supplémentaire de 2 millions qui sera pour des actions de prévention ou des actions issues des territoires, pour mener des actions issues des acteurs de terrain, choisies par des acteurs de terrain et des citoyens, de budget participatif, pour faire en particulier beaucoup d'actions de prévention. Madame. Oui, bonjour, Stéphanie Chiretto, directrice de communication et de cabinet pour le groupe de santé Filiris. Donc, il y a des SSR, des centres de santé, donc des médecins salariés. On a parlé beaucoup de territorialisation de la santé, messieurs, dames. Je m'adresse plutôt à monsieur Bonnen pour la région. La région a annoncé dans son programme, à plusieurs reprises, le recrutement de médecins salariés. On n'y arrive déjà pas. Comment vous allez faire? C'est quoi votre recette miracle? Et comment on va faire? Et je suis ravie d'apprendre la tenue des assises régionales de la santé. On sera ravis d'y participer en tant qu'acteur incontournable de la santé en ambulatoire, sur l'Occitanie notamment. Donc oui, effectivement, le recrutement médical, comment on fait? Alors... on a un ingrédient secret, mais je ne peux pas le dire, je suis désolé. Non, tout simplement, il n'y a pas d'ingrédient secret. On a déjà quand même un certain nombre de projets qui sont sur les tuyaux. À l'heure actuelle, il y a, donc, en 2 mois, on n'a pas fait rien. On a 5 projets qui sont lancés et sur lesquels on a au minimum 2 médecins, dont un qui a 5 médecins. Donc c'est quand même des choses qui prennent un petit peu. On va partir sur du long terme. On va travailler beaucoup avec les professionnels à tous les stades du développement des médecins, les universitaires. Donc on va faire un gros partenariat avec les universités qui est déjà lancé, en particulier les départements de médecine générale, pour justement accompagner les internes dans leur parcours territorial. Et ça passe aussi par l'aide au logement ou l'aide à la mobilité quand ils veulent faire des stages en périphérie. C'est très important. On va investir également, et on n'en a pas parlé, mais le monsieur le président du conseil départemental en a parlé un petit peu, dans les aires d'accueil, d'internat par exemple, pour justement travailler sur cette qualité d'accueil. C'est ça qui est important. On va également beaucoup travailler avec les professionnels existants et en particulier les conseils de l'ordre et les représentations syndicales pour justement pouvoir, on va dire, fidéliser. Et puis notre meilleur atout, ce sera quand même, et c'est déjà ça, c'est le bouche à oreille en fait. On va faire des conditions de travail qui sont intéressantes. Je pense qu'il y a des médecins qui sont intéressés dans l'exercice du médecin traitant, mais qui ne veulent pas cette file à la patte, on va dire, que peut apporter parfois un exercice libéral en termes d'investissement, en termes de remboursement de crédit, en termes de salariat de collaborateurs, autrices. Donc réellement, ça fait partie des choses qu'on met en place. Alors pour l'instant, je vous dis, on a 5 projets qui sont dans les tuyaux. Nous, notre objectif, c'est au moins un centre de santé par mois. Vous voyez qu'en 2 mois, on en a 5, c'est pas mal. On tient l'objectif. Mais je sais pas si, entre guillemets, je ne sais pas si ça va marcher, mais ça va marcher. Monsieur.
Bonjour à tous, donc David Demorim, directeur du développement et de la R&D chez Medocteurs. Donc nous on est un spécialiste sur tout ce qui est télémédecine. Donc moi j'avais une question autour d'un message que vous avez passé lors de cette table ronde, autour de la redéfinition des frontières entre le public et le privé, finalement, éviter public versus privé, aller de plus en plus vers des zones de porosité, d'action commune. Quelle est la place des mutuelles, des complémentaires santé selon vous? Est-ce qu'il y a des choses à envisager dans tout cet accompagnement territorial, que ce soit sur la dimension prévention ou voir l'accompagnement autour du domicile ou dans la mise en place de parcours de santé? Voilà. Est-ce qu'il y a une cause commune avec du levier digital à promouvoir et à faire prospérer? Nos deux médecins, d'ailleurs, Étienne Moulin ou Vincent Boune. Alors, c'est un vaste sujet. Les mutuelles sont largement impliquées dans le département. Dans la convention que nous avons signée, bien sûr que la MSA en particulier, mais d'autres se sont associés au moins comme partenaires, c'est-à-dire pas comme signataires de la convention, mais comme partenaires de la convention de guichet unique du Tarn dans le cadre du plan Tarn Santé. Après, il est évident que leur rôle est fondamental, en particulier en politique de prévention. Mais pour le moment, en tout cas dans le Tarn, je ne les ai pas vus associés au développement de la politique de coopération et de coordination entre les libéraux et les hospitaliers. Vincent Boune. Alors, je vous ai parlé des assises régionales de la santé. Pour nous, encore une fois, c'est pas fait encore, hein, c'est à venir. Et je vous promets, ça fait 2 mois qu'on a été élus, même si j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Oui, certains jours, si. Non, on va effectivement vous associer. On va consulter beaucoup. Et les professionnels en particulier, vous êtes des professionnels et des partenaires, je dirais, indispensables en termes comment dirais-je, d'aide que vous pouvez apporter à tous ceux qui vous sollicitent. Je pense que c'est important. Votre expertise est importante. Votre savoir-faire est important. Et puis, je crois aussi qu'il est nécessaire d'un petit peu redéfinir les cartes. Effectivement, on n'a peut-être pas assez remboursé la prévention jusqu'à présent. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Donc oui, vous associez. Oui, vous serez associé aux assises de la santé. Ça me paraît indispensable. Au même titre que beaucoup d'acteurs et de partenaires privés, je crois que c'est des choses qu'il faut travailler ensemble. Voilà. Alors on démarre modestement, vous allez me dire, je vous connais, vous allez me dire que 2 millions d'euros c'est rien, vous avez raison, mais on va amorcer la pompe. Monsieur, autre question. Bonjour, je suis Jean Ocala, je suis consultant chez Iquisito, c'est une petite structure qui démarre un peu pour booster un peu le déploiement du numérique en santé. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est tout ce que vous nous avez dit, il y a beaucoup d'expérimentation, il y a l'essai de passage à l'échelle. Qu'en est-il de l'évaluation pour permettre l'implémentation de ce qui marche dans d'autres territoires ou dans d'autres structures? Philippe. Déjà un premier élément de réponse, quand on parle de mon espace santé, DMP, etc., là on est sur un déploiement au niveau national. Il y a déjà des choses qui sont lancées de longue date. Le DMP, techniquement, il fonctionnait. Après, c'est d'autres sujets. Donc là, on n'est pas sur une question d'expérimentation. On est dans un déploiement, une généralisation. Donc les outils, on va les avoir. Là, vous avez raison, effectivement. L'évaluation. On est dans les usages, l'évaluation, voire, comme ça a été pointé, il faut que ces outils, ça serve à quelque chose. Le numérique, ça peut servir à gagner du temps. C'est bête, mais ça peut faire gagner du temps à tout le monde, professionnel comme patient. Ça peut faire gagner en confort, en information, en réassurance, en tout ce qu'on veut. Et puis, peut même avoir une utilité dans le soin, dans la qualité de la prise en charge. Et ça s'évalue. Ces technos, ça sera essentiel de les évaluer. On ne décrète pas que le numérique, c'est utile. On ne décrète pas que l'IA, ça marche. On ne décrète pas que, etc. Et donc, là, ça se fait dans la durée. Donc, il y a les outils et il y a les évaluations. Et là, il y a un thème que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est tout ce qui est recherche, évaluation, déploiement des usages, innovation. Là, il y a vraiment quelque chose à faire pour, favoriser l'émergence d'usages nouveaux et l'innovation, et 2, favoriser l'évaluation de ces choses-là. Parce qu'une fois qu'on a démontré que c'est bon, le passage à l'échelle, il se fait. Parce qu'on aura les outils. Ce qui va changer, c'est qu'on va enfin avoir des outils généralisés, et le passage à l'échelle sera beaucoup plus facile. Mais vous avez raison, l'évaluation, elle est clé. Merci beaucoup de ces réponses. Il est 11h30, voyons, on respecte le timing. On peut applaudir avant tous ces participants à cette table ronde qui était riche. Merci à eux, merci à tous, et donc bonne continuation dans cette université de la e-santé 2021.